Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Nathalie Costantini, vice-rectrice de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la colère des parents d'élèves s'est encore une fois fait sentir. Des parents d'élèves excédés par l'état des établissements que fréquentent leurs enfants. Ils demandent à ce que ceux-ci soient remis en état et aux normes de sécurité. On en parle tout à l'heure avec vous. Avec nous également sur le plateau, Shakila Youssouf, journaliste à KTV. Bonsoir Shakila. Bonsoir. Alors, il y a quelque temps, une attaque au flashball a eu lieu dans une boulangerie à Doujani. Depuis, cela a soulevé de nombreuses questions sur l'origine de cette arme. Depuis également, un autre phénomène a été vu. On voit maintenant des douilles de bombes lacrymogènes qui sont réutilisées pour en faire des bombes artisanales. On en parle tout à l'heure avec vous, mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 20 novembre. La grande prière du vendredi a été dédiée aux victimes des attentats terroristes dans de nombreuses mosquées de France et de Navarre. Un moment de recueillement en hommage aux victimes, symbole de l'unité des Français face à la barbarie de Daesh. Ramasser les débris lors des affrontements avec les forces de l'ordre afin de créer des armes artisanales. Voici la nouvelle lubie des délinquants du département qui n'hésitent plus à en faire usage pour commettre des délits. Nous avons rencontré l'un d'eux qui nous en dit plus sur le phénomène. Revenir à Mayotte après plusieurs mois ou plusieurs années d'absence, c'est ce que font de nombreux Mahorais chaque fin d'année. Un retour aux sources qui leur permet de retrouver famille et amis et de profiter des charmes de leur île natale. Reportage. Voilà, une semaine jour pour jour que les attentats terroristes ont frappé à la capitale. C'est donc dans ce contexte que la première grande prière du vendredi faisant suite au drame a été empreinte de solennité. Les mosquées de France avaient en effet lancé un appel pour prier en faveur de la paix et en mémoire des victimes. À Mayotte, l'appel a été suivi comme à la mosquée de Passamenti où nous nous sommes rendus vers midi. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Fred Souleymana. Cette grande prière du vendredi revêtait un caractère tout particulier. Tous les musulmans de France ont prié en hommage aux victimes des attentats terroristes qui se sont produits vendredi dernier. En effet, les fidèles du département ont été très marqués par la barbarie de ces actes inqualifiables. wasira pamoja na Wafaransa wao kasina tambu ditsoka yonti vakatsoka pamoja na watu wao kozefu atongo pia zafira wasira muona tongozi. Les fidèles ont prié pour les victimes et leurs familles, mais aussi pour leur nation, une nation qu'ils souhaitent voir vivre en paix. Iyo tongo nzuri maana wasira harma Ifaransa tanajer karkar ma Ifaransa bitongo mordezo tongo za ukatili wantumia do mwezi mga arpukamase na ishari zo na mabaya yo tongo nzuri maana tamtumene wako kaimia do mwezi mga arpukamase na maba inshallah taala de namna rbenza kwa mgwabenze na dunia na kakula mansi ya maislamu na kakula balbu na damu insho buke usalama bebuske tambu sinskubala mbafaransa iremesha abonsewa. Tous ces fidèles ont tenu à rappeler que la France est un pays libre qui puise sa force dans la différence des hommes et des femmes qui le composent. Car que l'on soit musulman, juif, chrétien ou athée, il est désormais temps de s'unir pour faire front face à un ennemi commun appelé terroriste. Et si la majorité des fidèles du département ont répondu à l'appel des cadis pour cette grande prière, une question se pose néanmoins. Pourquoi les centaines de fidèles qui ont trouvé la mort lors du dernier pèlerinage à la Mecque n'ont-ils pas eu droit à un tel hommage? Ce matin, sur notre plateau, Ahmed Atoumani Douchina a soulevé cette question, se faisant le porte-parole de nombreux Mahorais. On l'écoute lors de la matinale de Kwezi. Oui, en métropole, il y a eu ce drame auquel nous montrons toute notre compassion, mais on ne comprend pas que lorsque il y a eu pour le Hajj de cette année, le pèlerinage de cette année, il y a eu des centaines de morts, aucun cadi n'a appelé les musulmans de Mayotte à faire des prières. Donc, ni même le cadi de Mayotte. Hein. Oui. Ni même le grand cadi. Hein. Ni même le grand cadi. Donc c'est quelque chose qui fait débat. Moi je le souligne parce que je suis un élu, je partage aussi, je discute avec beaucoup de gens, ça étonne.
Ce matin, les parents d'élèves de l'école élémentaire de Mgombani se sont rendus à la mairie du chef-lieu pour y être reçus dans les plus brefs délais. Ils protestent contre une école insalubre, indigne d'accueillir des enfants. Ils ont bloqué l'école et attendent aujourd'hui des réponses rapides et efficaces pour ouvrir les portes. En marge de cette colère, les parents d'élèves de Chiconi étaient reçus au vice-rectorat pour les mêmes raisons. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. C'est une nouvelle fois la colère qui a poussé ces parents d'élèves à envahir le parvis de la mairie du chef-lieu. Ils n'acceptent plus de voir leurs enfants apprendre dans une école qu'ils jugent insalubre et inadaptée à l'enseignement. Il s'est engagé à prendre nos enfants à l'école, qu'il nous assure la sécurité, l'hygiène, qu'ils fassent l'école en an. Parce que nous, on en a assez. On en a assez des problèmes à Mgombani. Ce sont des enfants, ce ne sont pas des animaux, c'est une école. Et nos enfants ont envie d'avancer. Nous, les parents aussi, on les amène à l'école pour qu'ils soient cultivés, mais on ne les amène pas pour aller attraper des maladies. Parce que si les toilettes qui sont cassées, qui coulent en bas, et que la mairie ne bouge pas, là, ils ne vont jamais bouger. Depuis hier, ils sont là, ça n'a pas été bougé, donc on nous prend comme des cons, mais ouais. On attend, s'il n'y a pas de solution, là, on va fermer l'école. On va fermer l'école jusqu'à mois de janvier. Si on a des solutions, ça va. Si on n'a pas de solution, là, on ne sait pas ce qu'on va faire. Ces parents souhaitent désormais des réponses rapides et susceptibles de permettre à leurs enfants d'apprendre dans des conditions dignes de ce nom. Ils réclament ainsi que les élus prennent leurs responsabilités et trouvent des solutions. On aimerait bien que les élus bougent. Ou sinon, s'ils ne veulent pas bouger pour l'école de Mgombani, qu'ils changent, qu'ils prennent nos enfants, qu'ils les envoient à l'école annexe et qu'ils prennent leurs enfants, qu'ils les amènent à l'école de Mgombani. Puisque l'école de Mgombani, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, c'est pour cela qu'ils ne bougent pas, qu'ils n'aillent pas le régler. Donc aujourd'hui, on veut juste qu'ils changent les enfants. Tous ceux qui sont scolarisés à Mgombani, qu'ils aillent à annexe, et ceux qui sont scolarisés à annexe, qui descendent à Mgombani. Autre problème lié aux écoles, mais cette fois à Chiconi. En début de semaine, des parents d'élèves ont bloqué la mairie pour réclamer de meilleures conditions de travail. Rythme scolaire, insalubrité, sécurité, une délégation a été reçue ce matin au vice-rectorat qui s'est engagé à faire bouger les choses rapidement. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la réactivité par rapport à cette action. Parce que pour nous, on dénonçait la sécurité de nos enfants, le rythme scolaire qui n'allait pas dans le bon sens par rapport à ce qui se fait ailleurs. Nous, on s'est senti un peu lâchés à un moment donné par rapport à tout ça. Donc, quand on est arrivé, on nous a écoutés et puis on nous a donné des réponses concrètes. On a eu aussi un calendrier par rapport à l'inspecteur de SADA, de notre circonscription, qu'il travaillera avec nous pour la mise en place du rythme scolaire. Donc, et puis, on nous a aussi promis, par rapport à tout le calendrier qu'on nous a donné, que dès janvier, on reviendra sur table pour voir si ça a été fait ou pas et faire un bilan de tout cela. Donc pour moi, je suis plutôt satisfaite et au nom des parents aussi, on a vu ensemble. Donc on va débloquer la mairie aujourd'hui. Les problèmes sont nombreux au sein des écoles du département. Les élus le savent, mais face à la masse des difficultés auxquelles sont confrontées les communes, des priorités doivent être définies, même si nombreux sont les parents à estimer que l'éducation de leurs enfants reste la première à résoudre. Nathalie Costantini, vous êtes vice-rectrice de Mayotte. On l'a vu dans le reportage, on parle de problèmes qui sont nombreux dans les écoles de Mayotte. Comment, au vice-rectorat, on gère tout ça ? Alors, je ne voudrais pas prendre la parole à la place des élus, puisque c'est vrai que ces écoles, elles ne sont pas sous ma responsabilité au niveau des locaux. Pour autant, je ne voudrais pas non plus donner l'impression que nous ne sommes pas concernés et dire c'est pas nous, ce sont les autres. Je crois que, en tout cas, les choses existaient bien avant que je n'arrive. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a décidé de travailler tous ensemble. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des solutions, mais ces solutions, elles ne vont pas se trouver là en peu de temps. Les choses dont les parents parlent, les problématiques d'insalubrité, les problématiques de sécurité sont des problématiques qui durent depuis très longtemps, avec des travaux qui sont des travaux d'envergure et qui nécessitent pour les municipalités de pouvoir avoir un peu de temps pour
mettre en œuvre tous ces travaux et puis pour faire appel aux entreprises et pouvoir effectivement livrer des écoles qui ne soient plus les écoles qu'on voit actuellement. Moi, ce que je vois dans vos reportages, c'est, je suis ravie de voir aussi, je parle des élus, je parle du vice-rectorat, mais que les parents ne sont plus du tout dans la même dynamique. Et je voudrais seulement dire à cette maman qui disait, si on n'obtient pas satisfaction, eh bien on va fermer l'école, qu'il ne faut surtout pas faire ça. Il faut travailler effectivement pour avoir des échéances, mais il ne faut surtout pas fermer l'école, parce que quand on ferme l'école, les seuls qui sont mis en difficulté, ce sont les enfants. Les enfants ont besoin de temps. Et bien sûr, il ne faut pas qu'ils restent dans ces situations, dans des écoles qui sont insalubres, mais il ne faut pas non plus considérer que là, tout d'un coup, on découvre quelque chose, alors que cet état d'insalubrité, il date de nombreuses et nombreuses années. Alors on a vu vous vous impliquer dans ce qui se passe dans les écoles. On a vu également une rencontre aura lieu notamment au collège de Doujani. Dans quel cadre vous allez intervenir ? Alors sur le collège de Doujani, les choses sont un petit peu différentes, mais elles sont différentes sur le sujet, mais elles sont identiques dans le partenariat qu'on essaye de créer. Les chefs d'établissement du collège de Doujani vivent depuis le début de l'année un nombre incalculable de mauvais gestes dans l'établissement scolaire, avec des actes de vandalisme, avec des actes qui sont vraiment totalement inadmissibles, avec des excréments qui sont répandus dans les salles de classe. Je rappelle que nous mettons chaque année 60 millions d'euros pour construire des établissements scolaires, que Doujani l'année dernière a obtenu un très bel équipement pour augmenter le nombre de salles de classe. J'avais rencontré au moment de l'inauguration les familles qui étaient très partenaires de cette école. Et je pense qu'il est important de montrer aussi que le collège de Doujani est un collège de quartier, que les personnels de direction et les enseignants qui sont dans cet établissement scolaire sont au service, c'est un service public, ils sont au service de la population, et qu'il faut impérativement que toutes les personnes qui ont connaissance de ceux qui commettent ces actes de vandalisme puissent les dénoncer pour qu'on garde un bel outil de formation pour les enfants. Donc si je vais demain à Doujani, c'est aussi pour continuer ce partenariat avec les familles, épauler l'équipe de direction qui met énormément d'énergie et qui est très fatiguée de tout ce qu'elle vit, ainsi que la communauté enseignante. Et donc je crois qu'il faut que tout le monde prenne pleinement conscience des problématiques que sont en train de vivre les élèves. Alors on a vu depuis les attentats beaucoup de voix s'élèvent, on parle beaucoup de ce qui s'est passé. Est-ce que dans le milieu scolaire ça aura un impact? Est-ce qu'on va en parler? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour prévenir aussi au niveau des personnels, au niveau des élèves, ce genre de choses? Ne serait-ce qu'en parler, mettre des mots sur ce qui s'est passé? Alors c'est exactement ça. Je crois que malheureusement, nous vivons en un temps court 2 événements tragiques, puisque les événements de janvier ne sont pas si loin. Les événements de janvier avaient conduit la ministre de l'Éducation nationale à faire agir la communauté éducative en réaction. Cette fois, malheureusement, comme les choses ont déjà été marquées, le ministère a eu le temps de pouvoir construire des outils pédagogiques qui sont à disposition des personnels enseignants et qui permettent à chacun d'essayer de trouver un appui pour essayer de parler de choses qui sont très très difficiles. Je crois que dans cette situation, ce qu'il faut mettre en avant, c'est le fait qu'il ne faut pas se trouver seul face à ces situations. Et il ne faut surtout pas taire les choses. Il faut, et je crois que c'est un message que j'avais déjà essayé de faire passer, il faut faire en sorte que dans nos établissements, les élèves, mais aussi les personnels, trouvent des lieux de débat et d'échange, que ce soit des lieux de débat entre eux ou que ce soit des lieux de débat et d'échange entre adultes et élèves. Et je crois que l'ensemble des disciplines scolaires peuvent servir d'appui pour essayer de faire comprendre, pour analyser les choses, pour, comme vous le disiez, mettre des mots sur des choses qui sont difficilement compréhensibles et qui ne peuvent se traduire que par le mot horreur. Mais il est important de ne pas cacher ça. Et ce qui nous a frappé dans le tour d'horizon que nous avons fait des écoles et des établissements du second degré de Mayotte, c'est que beaucoup d'enfants n'étaient pas au courant. Alors, on peut le comprendre, mais je crois qu'il est
quand même important. La ministre a dit qu'il fallait adapter à l'âge des enfants. Je crois qu'il faut aussi adapter au contexte. Il ne faut pas créer de psychose, mais il ne faut pas cacher les choses. Et il vaut mieux que ce soit les enseignants qui, avec les parents, disent les choses en mettant des mots très simples, en n'essayant pas de cacher ni d'amplifier les choses que les enfants n'ont pas forcément vues et vécues, mais qu'il faut quand même pouvoir parler de ces choses pour qu'elles n'arrivent plus et qu'elles n'arrivent pas non plus dans le territoire de Mayotte. C'est vrai que la proximité fait que les gens sont plus ou moins touchés, mais en tout cas tout le monde, je crois que les mouvements collectifs sur l'île montrent bien que même avec la distance, les adultes sont touchés. Les enfants ont besoin de plus de concret, c'est pour ça qu'ils réagissent comme ça, mais il faut pouvoir mettre des mots là-dessus. Merci beaucoup Madame Constantine Nathalie. Constantine, vous êtes vice-rectrice de Mayotte, je le rappelle. Et on continue jeudi dernier en marge de l'opération Escargot organisée par l'intersyndicale. Des échauffourées ont éclaté entre jeunes et forces de l'ordre. Depuis, de nombreux témoignages attestent que les émeutiers étaient armés de grenades lacrymogènes. En effet, depuis plusieurs mois, des jeunes récupèrent les restes de grenades à des fins délictuelles. Cambriolage, agression, les délinquants ne reculent devant rien. Ainsi, ils n'hésitent pas à se servir d'armes pour commettre leurs délits ou simplement passer le temps. Pour passer le temps, reportage Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Manipuler et trafiquer les balles des grenades récupérées lors d'affrontements avec les forces de l'ordre, voici la nouvelle tendance à la mode sur le département. Ce jeune rencontré ce matin connaît très bien la technique et même s'il est le seul à parler ce matin dans son quartier de Tsunzu, il explique qu'ils sont nombreux à ramasser des grenades lacrymogènes pour fabriquer des bombes artisanales et les réutiliser contre les policiers. Bon, en fait, on prend le lacrymogène de la police qui n'est pas explosé. On le prend après. Comment on le prend après? On le sort dans le truc là. Après, sur la boîte là, on laisse par terre. On prend un papier aluminium, un briquet, un allume-feu. Un allume-feu. On les accroche en même temps, les trois là. Après, on chauffe le truc là. On chauffe le truc sur le trou, après ça va chauffer, après ça va brûler, quoi. Après on le lance. Lors des opérations de maintien de l'ordre, policiers et gendarmes utilisent leurs cougars, lanceurs de grenades lacrymogènes, et repartent lorsque la mission est achevée, laissant les douilles sur la voie publique. L'information concernant ces récupérations est inquiétante car la méthode a fait rapidement le tour de l'île et ils sont désormais beaucoup à créer de véritables armes artisanales. En fait, c'est à cause des grèves là, on fait les jeunes qui vont à l'école, ils mettent le barrage, après nous on vient, s'ils lancent ça, on n'a pas le choix, on fait que récupérer. Si on les récupère, on les laisse à côté et sinon là on lance quoi. Le problème qui est ici, en fait, il y a des jeunes qui vont pas à l'école, qui n'ont rien, ils font rien. C'est la galère, ils ont pas les moyens de faire. Là, je sais pas comment ils vont faire là. Après, ils sont obligés de partir faire la grève pour s'amuser un peu, quoi. Ouais, c'est leur façon de s'amuser, de perdre leur temps, quoi. Débris de grenades lacrymogènes, flashballs, les jeunes s'arment pour affronter la police et pour commettre des délits. Hier, au tribunal, les assaillants d'un braquage au flashball qui s'est déroulé à la boulangerie de Doujani ont été déférés à Majicavo. Mais pas de quoi effrayer des individus pour qui la fabrication d'armes est devenue un jeu d'enfant. Alors pour en parler avec nous, Shakila Youssouf, on l'a dit tout à l'heure, on l'a vu, Shakila, c'est quelque chose qu'on découvre maintenant mais qui existe depuis un moment a priori. Exactement. On ne s'imagine pas, mais par exemple ce jeune qui est passé à la télé, il a un BEP en électronique et un bac en électronique. Donc non seulement il est deux de ses mains, mais il sait ce qu'il fait. Là où c'est dangereux, c'est qu'ils utilisent justement ces bombes artisanales pour les lancer contre les forces de l'ordre. Et ils peuvent aller plus loin, sachant qu'ils ont tout le loisir, tout le temps, d'imaginer ou de fabriquer des bombes encore plus dangereuses. Et dans ce reportage, on voit bien qu'ici, de toute façon, les jeunes, les émeutiers, ou peu importe les jeunes, même s'ils vont à l'école, ils n'ont pas d'autorité parentale, mais ils sont toujours contre l'autorité, tout simplement. Contestataires de l'autorité. Il faut absolument qu'on puisse, par rapport à ces jeunes, il y a un gros travail à faire. Lui, il a perdu sa maman.
et son frère dans le Kwassa. Il a été élevé par son oncle. Il a même, on a déjà fait un reportage aussi sur lui parce que c'est un des jeunes qui a été tabassé par son oncle et qui s'est retrouvé... juste pour... tous les jeunes ne sont pas comme lui. Ils n'ont pas la chance d'avoir un diplôme et il espère. Là, sa famille est en train de faire en sorte de le faire partir à La Réunion pour qu'il puisse terminer ses études à l'université. Mais là, on parle de ce jeune qui a un parcours quand même scolaire et il y a des jeunes quand même qui, eux, n'ont pas le même parcours que lui et qui récupèrent ces douilles pour en faire des bombes à des fins vraiment délictuelles, Shakila. Exactement, à des fins délictuelles. Mais ce que je voulais, c'est pour ça que j'ai insisté sur le parcours de ce jeune. Les autres qui utilisent ces bombes, qui fabriquent sans savoir qu'est-ce qu'ils font, parce que c'est très dangereux, parce qu'à un moment donné, on a enlevé la poudre de la balle et on a allumé. Enfin, il a allumé son briquet et ça a sauté. Mmh. Et lui, il sait ce qu'il fait. Mais les autres jeunes qui sont avec lui, qui prennent ça, il l'a dit lui-même, c'est un jeu. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça ? Toute la journée, ils sont dans le quartier, ils n'ont rien à faire et ils sont pleins à avoir ramassé ces bombes lacrymogènes. Et lui, il n'en a pas beaucoup, mais il voulait justement m'emmener à un endroit où des jeunes en ont plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ? C'est ça qu'il faut... Mais alors, du côté des forces de l'ordre, comment on réagit face à ça ? En sachant ça maintenant. Je pense que les forces de l'ordre, tout simplement, c'est des êtres humains. Hein. Même si on les voit derrière leur armure, c'est des êtres humains, c'est des pères de famille. Ils ont peur d'être blessés. Là, ils vont être, c'est l'arroseur arrosé. Ils vont peut-être se retrouver blessés par les douilles que même ils ont utilisées et qu'ils n'ont pas ramassées. Peut-être après, ils vont pouvoir réfléchir à faire en sorte de ramasser les bombes lacrymogènes après utilisation. Peut-être après ça, peut-être ils vont faire ça, mais en attendant, tout ce qui a été ramassé, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Et là, on ne l'a pas dit, mais ils les ont, enfin, tout ce qu'ils ont ramassé, ils les ont laissés de côté et ils attendent. Ils attendent qu'il y ait une manifestation. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Mais je pense qu'au-delà de tout ça, il faudrait à un moment donné que la police... Parce que après, le jeune me dit, mais nous, on n'a rien contre la police. Nous, ce serait pas mal qu'il y ait des actions, c'est lui-même qui le dit, qu'il y ait des actions entre les policiers et nous, qu'on puisse communiquer avec eux. C'est une sorte de message qu'ils envoient à travers ces bombes qu'ils fabriquent eux-mêmes ? Exactement. C'est une sorte de message, c'est un cri d'alerte. C'est des jeunes qui n'ont rien à faire et qui s'amusent comme ça. Mais il faut trouver des responsables, enfin, il faut trouver des représentants derrière. Il n'y a pas l'autorité parentale, il n'y a pas le père. Donc ils font ce qu'ils veulent. Et à un moment donné, je pense qu'il faudrait trouver un moyen de communication autre. Merci beaucoup Shakila pour ces précisions et on continue. Ce lundi, le procès Roukia doit s'ouvrir près de 5 ans après le décès de la jeune femme. Du côté de la famille, les attentes sont nombreuses et le besoin de mettre des visages sur les présumés coupables est devenu obsessionnel. Ce matin, un cousin de la victime était sur notre plateau afin de nous faire part de son état d'esprit à 2 jours des premières audiences. On écoute son émouvante intervention lors de la matinale de Kwezi. Quand je pense d'elle aujourd'hui, je me dis que actuellement là, on aurait dû faire quoi ensemble, dans la famille. On n'est pas comme on était, donc on est diminué. On nous a diminué parce que je peux dire qu'on nous a diminué. Donc toujours en pensant à cette histoire, on a toujours la rage dans nos cœurs parce que c'était un de nôtres. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 20 novembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Cela fait maintenant 8 mois que les 16 membres du nouvel hémicycle sont en place au conseil départemental. Si l'on ne peut pas ouvertement parler de majorité et d'opposition, les lapsus en séance plénière peinent à masquer une réalité où tout n'est pas si rose. La machine est en place et prend ses marques avec à sa tête un président qui accorde toute sa confiance à ses vice-présidents, les laissant gérer leurs dossiers et commissions comme ils l'entendent. Et c'est peut-être là que le bât blesse. En effet, l'un des élus de la majorité dénonce un faux en écriture publique
concernant les dates de convocation à la commission d'appel d'offres du 9 octobre dernier. Si la chose est difficile à prouver, les 2 organes d'État convoqués à titre consultatif auraient reçu leur convocation le 6 octobre dernier, alors que la règle exige qu'elle soit envoyée 5 jours francs avant la date de tenue de la commission. Selon lui, des rétrocommissions seraient en jeu. Si l'on regarde les marchés du 9 octobre, 3 d'entre eux ont été accordés à une seule et même société, et ce pour plusieurs millions d'euros. Si les accusations portées sont extrêmement graves, tous les marchés attribués devraient être déclarés irréguliers au regard des dates de convocation des membres de la commission. Cet élu, qui souhaite pour l'instant garder l'anonymat, promet cependant de tout déballer si rien ne change, ne serait-ce que pour respecter la promesse faite par la nouvelle majorité, à savoir travailler dans la plus grande transparence pour servir au mieux l'intérêt général. Les préfets d'outre-mer ont tenu hier une conférence de presse pour expliquer l'extension de l'état d'urgence aux territoires ultramarins. Georges Paul-Angevin, ministre des Outre-mer, a elle aussi tenu une réunion à Paris, et ce pour les mêmes motifs. Les explications ont eu un caractère plus général en évoquant des raisons de cohérence nationale et en rappelant que des élus ultramarins avaient exprimé leurs inquiétudes au lendemain des attaques terroristes du 13 novembre. Plusieurs collectivités d'outre-mer échappent cependant à cet élargissement de l'état d'urgence. Saint-Pierre et Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna, car elles sont dans une situation géographique qui ne le nécessite pas. La ministre a ajouté que le niveau de menace n'était pas le même dans l'océan Indien ou dans les Caraïbes, laissant entendre que la vigilance est plus marquée, notamment à La Réunion où les services de police suivent des personnes d'assez près. À ce titre, le préfet réunionnais Dominique Saurin avait fait savoir que depuis avril 2014, près d'une centaine de cas de radicalisation ont été signalés sur son département et que plusieurs habitants font l'objet d'une fiche S pour sûreté de l'État. Quant à Mayotte, demande a été faite auprès du préfet pour intensifier les contrôles aux frontières, tout en évitant de faire des amalgames, sachant que bien souvent ces arrivées sont d'ordre économique ou sanitaire. L'exercice de style est réussi, la ministre a su rassurer et justifier l'instauration de l'état d'urgence tout en reconnaissant les écarts de niveau de risque terroriste qu'il pouvait y avoir entre les différents territoires. Le 18 novembre à 9h30, la BAC a remarqué un individu devant son domicile qui fumait des produits stupéfiants avec un ami. Interpellés, les 2 mises en cause ont été présentés à l'officier de police judiciaire de la BSU. L'un âgé de 16 ans a été placé en garde à vue alors que son ami âgé de 22 ans fait l'objet d'une procédure simplifiée pour consommation de produits stupéfiants avec rappel à la loi suivi d'une reconduite à la frontière. À l'issue de sa garde à vue, le mineur a été déféré devant le procureur. Le 18 novembre, toujours à 13h15, la police a été appelée pour un caillassage d'automobilistes et d'individus par un groupe de 5 personnes. La brigade d'intervention les a mis en fuite et a interpellé l'un d'eux à 13h30. Il a immédiatement été placé en garde à vue et à l'issue, le mis en cause a été déféré devant le procureur. Le 18 novembre, enfin à 21h05, une victime a fait appel au service de la brigade anticriminalité. Elle venait de reconnaître l'un de ses agresseurs qui l'avait volé le 16 novembre dernier. L'individu a été interpellé et placé en garde à vue. Le mis en cause, âgé de 16 ans, faisait l'objet d'une convocation en décembre devant le juge des enfants. En marge de l'état d'urgence lié à la menace terroriste, les forces de l'ordre ont fort à faire à Mayotte, face à une délinquance toujours aussi décomplexée. Pour terminer, bon nombre de Mahorais qui vivent dans d'autres territoires, pour eux, les fêtes de fin d'année sont l'occasion pour rentrer passer des vacances en famille. Bien sûr, ces derniers ne viennent pas les mains vides. C'est chargé de cadeaux et impatients de retrouver leurs proches qu'ils reviennent à Mayotte. Les retrouvailles sont souvent très chaleureuses et nous avons eu l'occasion d'en rencontrer certains. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Dans la tête de Wardati, images de fête et moments de détente se succèdent. Plusieurs sentiments la submergent, entre joie et impatience de vivre des instants privilégiés avec Nawirou, son cousin. C'est heureuse de le retrouver après plusieurs années passées à La Réunion que Wardati est allé l'accueillir ce matin. Ça me fait chaud au cœur de le voir en fait, parce que ça fait longtemps qu'il était parti, donc merci mon Dieu de l'avoir emmené jusqu'à ici. On va aller à la plage, parce que quand il était là, on faisait tout ça, il est parti, on ne le faisait plus. Mais là, maintenant, il va y avoir beaucoup d'ambiance, quoi. Les vacances et les fêtes de fin d'année s'annoncent d'ores et déjà animées pour Wardati et Nawirou, qui va retrouver tous ses amis d'enfance et sa famille. Originaire du village de Vaïbé, il est revenu pour passer des vacances auprès des siens et profiter des plages de son enfance. L'heure du fameux voulé à la mahoraise risque bientôt de sonner.
pour passer les vacances avec la famille et pour voir un peu Mayotte commencer et voilà, pour s'amuser un peu aussi, voilà. Ah oui, je vais pour le boulet, pour bonne année, pour Noël, tout, et pour être un peu avec la famille, pour s'amuser un peu avec la famille. Mayotte, ça m'a manqué, c'est vraiment joli ici, quoi. Et il ne faut pas le laisser comme ça, il faut que tous les gens qui sont à l'extérieur, les Mahorais, il faut venir ici pour voir un peu comment c'est, quoi. Nombreux sont les Mahorais comme Naoirou qui ont déjà leur billet destination l'île-au-Lagon. Si certains prévoient de passer leurs vacances en France avec leurs enfants qui y mènent des études, beaucoup rentrent à Mayotte pour profiter du soleil, des plages et manger local. Un retour aux sources indispensable et salvateur. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoesie.fr et sur WAM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Orne et La Périne pour la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole, El Farouk, cousin de Rukia, dont le procès s'ouvrira ce lundi. Il était ce matin au micro de Patrick Mian et demain, samedi et dimanche à 19h, ne ratez pas votre magazine Les Rendez-vous de l'info. Excellente fin de semaine à vous sur KTV.